Il n'y a plus grand chose à faire, la machine est emballée, on peut que laisser faire, mais profiter en fait le plus possible tant qu'il est encore en vie de ce qu'il peut nous apporter. J'entends par là, on ne va pas renier tout ce qui est les avancées technologiques, etc. Il faut s'en servir au contraire. Par contre, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est l'action de départ, c'est que on n'empêchera pas le choc, s'il doit y avoir lieu, on n'empêchera pas ce choc. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mieux arriver à l'encaisser, à l'absorber, à l'amortir. Alors c'est effectivement un point très important des mouvements de transition, c'est ce qu'on appelle, et c'est vraiment autour de ça que tournent les mouvements de transition, ce qu'on appelle la résilience. Alors je vais donner une petite définition, bêtement les définitions du dictionnaire de la résilience. Donc là je lis. Résilience, capacité d'un écosystème à s'adapter à des événements, entre parenthèses chocs, extérieurs ou alors à des changements imposés, tout en conservant les mêmes caractéristiques, à savoir fonction, identité, structure, etc. Donc en fait, la résilience, c'est la capacité d'un écosystème à encaisser un choc. Et dans le contexte humain, qu'est-ce qu'il dit le dictionnaire? C'est la capacité de ne pas disparaître ou se désorganiser dès le premier signe de crise, mais au contraire d'y rebondir en s'y adaptant. On a eu des exemples, et c'était pas super, lors de la tempête de 2000, quoi, où c'était une toute petite crise, et c'est vrai que ça a pris des proportions assez extraordinaires dans certains lieux. Parce que pas prêt à ça. Alors prévoir la résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire se préparer à encaisser les chocs d'ordre alimentaire, énergétique, climatique, financier, et puis tant d'autres. Alors il faut d'abord comprendre un truc, j'essaie de faire la différence entre résilience et qui est souvent confondue avec subsistance. Au niveau résilience, je vais commencer par la subsistance. La subsistance, c'est quelque chose qui est subi, c'est-à-dire que on survit à un choc, à quelque chose, et c'est subi. On est souvent en subsistance tourné et englué dans la nostalgie du passé. On s'accroche à ce qui est connu. Résultat des courses, on est de toute façon en subsistance, le nez au tableau, quoi. Donc on n'a pas de recul. La résilience, au contraire, on essaye d'être créatif. La résilience permet de rebondir grâce au changement. C'est-à-dire que quand on dit que la société, enfin tous les constats montrent que de toute façon on va dans le mur, une fois qu'on est dans le mur, c'est plus facile. C'est ce qu'on dit, quand on est au fond de la piscine, on peut rebondir, c'est plus facile. Donc effectivement, pour plutôt considérer ça comme un élément positif qui va permettre peut-être un changement majeur de société grâce au rebondissement que ça pourrait provoquer. Hein? Oui, c'est la chance de l'humanité peut-être. Qu'est-ce que je disais? Oui, la résilience est orientée vers le futur, le renouveau. Et la résilience essaye d'avoir une vue globale, même si elle est localisée, essaye d'avoir une vue globale et non pas le nez dans le tableau. Attention, la résilience, ce n'est pas l'autarcie, ce n'est pas le protectionnisme, ce n'est pas l'emmurement, on ne cherche pas à s'isoler, au contraire. Transition. Ce n'est pas un retour vers le passé, ce n'est pas un déni du progrès et de nos avancées technologiques, même si effectivement ces avancées sont responsables peut-être en partie du constat actuel. C'est pas un rejet de tout ce qui est extérieur, commerce, culture, etc. On essaye au contraire on verra tout à l'heure, la résilience, une résilience réussie est une résilience globale. Donc en clair, c'est une préparation d'un futur plus sobre, plus autosuffisant, où la priorité est toujours donnée au local par rapport à l'importé. Ça c'est important parce que ça permet d'arriver à la suite, à savoir pourquoi, enfin comment la résilience, la transition, peut être réussie. Je pense qu'elle ne peut être réussie que si on travaille le local. Donc toutes les solutions
vont passer par des aspects locaux. C'est inévitable parce que de toute façon, je pense que pas mal de personnes le disent, l'économie devra se relocaliser en grande partie si on veut arriver à enrayer tout un tas de choses, style le chômage, et puis tous les problèmes d'hyperconsommation qu'on a aujourd'hui. Pourquoi local? Parce que c'est un niveau où le citoyen peut agir, peut inventer, peut intervenir, peut effectivement se sentir utile à une échelle humaine. C'est-à-dire qu'on est arrivé à tous ces constats aussi, l'individualisme et l'individualisation, tout ça, par l'anonymat, tout ça parce qu'on est dans un système qui est plus du tout humain, au niveau du nombre. L'humain est fabriqué, a été, comment dirais-je, est conçu pour vivre en petite société de, allez, combien on dirait 250 à peu près. Combien tu dis? Oui, allez, 200, 250. Au-delà, ça commence déjà à devenir des groupes. C'est pour ça qu'on s'est arrêté, nous, à la communauté de communes du Pays d'Hautefort, qui compte à peu près 3000 habitants. 5000. Parce que à partir au-delà, après, c'est plus du tout une échelle humaine. Donc je pense que pour arriver à bien travailler en transition, il faut être à un niveau humain, donc petit groupe. Et donc local. Pourquoi local aussi? C'est parce qu'on s'aperçoit, à cause de cet anonymat justement, à cause de la mondialisation, à cause de cette échelle qui a dépassé l'échelle humaine, on s'aperçoit, quand on gratte un petit peu, que c'est souvent près de chez nous qu'on a des compétences qu'on ne connaissait pas, des solidarités, des ressources, des gens, on ne savait absolument pas ce qu'ils faisaient, alors que, je veux dire, on travaille par exemple dans certains domaines, personne ne sait ce qu'on fait en fait. Nous par exemple, on est arrivé dans la région il y a quoi, il y a 4-5 ans. S'il y a 3 personnes de notre entourage qui savent ce qu'on fait, c'est à peu près tout. C'est un peu dommage. Donc l'idée, effectivement, plutôt que d'aller chercher à Perpète-les-Oies ou en passant par Internet ou ailleurs quelque chose, déjà essayons de chercher autour de chez nous si on n'a pas une personne qui est compétente pour le faire, etc. Et tout ça, ce sera déjà pas mal dans la notion de transition. Bonjour. On pense aussi que les solutions ne viendront pas des politiques ou des institutions, mais vraiment des citoyens réunis et de la base. Et ensuite seulement, les institutions et les politiques pourront peut-être adhérer aux solutions qui émergeront de ces groupes de citoyens venus de la base. Ces solutions sont donc spécifiques et spécifiques, je dirais, à chaque lieu. C'est-à-dire que les solutions qu'on va trouver ici, Pays d'Hautefort, ne sont pas forcément les mêmes qui seront trouvées à Trièves, territoire en transition, à Trifouilly-les-Oies, ailleurs. Je veux dire, chaque localité va avoir ses propres solutions qui vont émaner de ses besoins, de ses circonstances locales. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution pour faire face un petit peu au constat que j'ai donné tout à l'heure? Alors par rapport au pic pétrolier, alors ça, il faut savoir que le pic pétrolier, c'est la fin du pétrole, pas cher, c'est le point de bataille en général de tous les territoires en transition. Et bien qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de réfléchir à trouver un plan de décroissance énergétique locale. Alors je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut proposer? Nous, rien. On ne propose rien. C'est la réflexion du nombre d'entre nous duquel on attend des solutions. Alors, il faut qu'on trouve des solutions d'approvisionnement local, oui. D'accord. Pour marquer un point d'arrêt à ces approvisionnements alimentaires longue distance, j'appelle ça. C'est-à-dire quand on sait qu'on importe des trucs qui viennent de 5-6 000 km, alors qu'on pourrait les avoir sur place, c'est un peu dommage.
Il faut aussi apprendre à ce que tout ce qui vient aussi de 5-6 000 km et qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas pousser sur place, on peut peut-être se passer aussi de certains fruits et légumes qui viennent de Perpète-les-Oies. C'est pas vital. Préparer les citoyens d'aujourd'hui à l'idée de la transition, c'est important parce qu'aujourd'hui, tous nos décideurs ne pensent que croissance, profit, expansion, PIB, enfin bref, tout. Croissance. Or, le problème, c'est que penser croissance infinie dans un monde qui est fini, forcément, il y a un moment où ça coince. Donc, c'est pas possible. Donc, forcément, ça va coincer, et la meilleure façon de faire en sorte que le pic pétrolier ne tombe pas en catastrophe, c'est de le prévoir et de l'intégrer avant. Au niveau du changement climatique, voilà, je pense qu'en fait, ce qu'il faut arriver à faire avec les villes en transition, c'est le principe que j'appelle le principe du colibri, où il faut que chacun amène sa petite goutte d'eau pour que petit à petit, peut-être au bout d'un moment, on arrive à redescendre le taux de gaz carbonique lâché dans l'atmosphère, descendre les énergies fossiles, limiter les changements, etc. Donc ça, je pense que c'est simplement chaque mouvement en local trouve des solutions pour réduire, et si tout le monde le fait, peut-être qu'on arrivera à réduire les changements. Au niveau de la débandade financière, il y a des solutions, style préparer ou créer, d'ailleurs on s'en servir tout de suite, pourquoi pas, préparer des monnaies alternatives. Ces monnaies alternatives sont un moyen d'échanger, enfin de continuer à pouvoir échanger en cas d'écroulement du système financier, qui a failli se produire. Il faut savoir que la crise qu'on a eue il y a 1 an et demi, si elle se reproduit, on ne s'en lavera pas cette fois-ci. Et ça, tous les financiers le disent. Les monnaies alternatives permettent aussi de contribuer à enrayer la fameuse pompe à pognon dont je parlais tout à l'heure, qui font que toutes les richesses locales sont aspirées par le haut. Alors avec des monnaies alternatives, ça permet de faire circuler la monnaie en local et donc de profiter des richesses locales au niveau local. Ça permet aussi effectivement d'avoir une consommation plus réfléchie. Enfin, c'est pas ça permet, c'est qu'il faudrait au niveau de la débâcle financière faire en sorte d'avoir tous ensemble une consommation plus réfléchie, éviter de se laisser influencer par la pub, devenir ce qu'on appelle des consommateurs. Et je pense que seules les initiatives citoyennes locales pourront permettre, venant de la base, pourront permettre de prendre la main sur les marchés financiers qui sont devenus aussi incontrôlables qu'irresponsables. Et je pense que la solution qu'on a appelée, enfin moi je l'appelle comme ça, la solution du pouvoir du caddie. Il faut savoir qu'on a un pouvoir énorme, nous en tant que consommateurs, avec notre caddie, c'est-à-dire ce qu'on achète, ne serait-ce que par rapport à tout ce qui est ces multinationales. Si on n'achète plus, de toute façon, il faut savoir il y a eu des exemples dans le monde où ils ont réussi à faire descendre des entreprises, des multinationales même, en combien 8 jours, simplement par le boycott. Donc, bon, le problème de ce pouvoir du caddie n'est possible que si localement on a préparé effectivement les alternatives. C'est-à-dire qu'on ne va pas bêtement, par le boycott, scier la branche sur laquelle on est assis. Salut. On va pas bêtement scier la branche sur laquelle on est assis sans l'avoir étayé avant. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut boycotter, si on veut se servir du pouvoir du caddie, il faut qu'on ait les moyens de le remplacer. Alors au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait pas mal de problèmes au niveau alimentaire. Il faut qu'on arrive à augmenter les productions vivrières locales, histoire de limiter nos dépenses extérieures.
c'est aussi très localement qu'on pourra aider nos agriculteurs à s'en sortir. Alors effectivement, j'ai entendu tout à l'heure, il y avait quelques